Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un petit peu spéciale dans laquelle je vais vous partager une analyse que je rédige depuis maintenant quelques semaines et qui regroupe tous les indicateurs du moment qui montrent qu'on pourrait potentiellement assister dans un certain temps à un effondrement du système économique mondial. Ça fait quelque temps que je vois passer ce type d'infos et je voulais vous faire un condensé de tout ça. Alors bien entendu, c'est une analyse qui est faite simplement à but d'information et qui est à prendre avec d'énormes pincettes. Elle comporte beaucoup de FUD, en tout cas pour les marchés financiers, donc entendez ce que je vous présente, mais ne réagissez pas à chaud. Prenez bien le temps de réécouter la vidéo, de bien comprendre les enjeux et les facteurs de changement pour vous faire votre propre avis. C'est vrai que le titre de la vidéo peut faire peur, mais finalement, comme vous allez le voir, les marchés financiers ne sont pas à leur première crise et ces dernières font partie intégrante du cycle. Donc pas de panique. Aussi, dans cette vidéo, je vais être purement factuel sans trop rentrer dans l'analyse. Je me laisse volontairement un petit peu plus de temps pour analyser les choses et vous partager dans une prochaine vidéo quelque chose de propre et clair. Et je mets un énorme disclaimer. Je vous rappelle que je suis simplement là pour vous partager mon avis et mes analyses sur le marché et aucunement pour vous donner des conseils financiers. Donc faites attention à vous, l'investissement comporte des risques. Et surtout, si vous avez la moindre question, mettez-la moi en commentaire, je répondrai à tout le monde. Alors vous allez voir, cette vidéo est remplie d'informations extrêmement importantes que vous devez connaître si vous avez investi ou si vous voulez investir sur les marchés financiers. Et dans cette analyse, chaque indicateur est rattaché à une donnée précise, que ce soit des courbes, des schémas ou encore des graphiques, donc ce ne sont pas des informations dans le vent. Et toutes ces données sont issues de sources fiables que je cite dans ma note écrite. Donc je tiens aussi à remercier ces sources pour ces données qui m'ont permis d'argumenter mes propos. Avec cette vidéo, je veux simplement pointer du doigt les indicateurs du moment qui peuvent être décisifs pour le futur de l'économie mondiale. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous parlerai de pourquoi cette crise peut être une très bonne nouvelle pour les crypto-monnaies. Donc soyez bien attentifs et concentrés. Et si vous n'avez pas tout compris, je vous partagerai la note écrite sur mon canal Telegram, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre, le lien est dans la description. Juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mon analyse sur le marché des cryptos, donc si cette thématique vous intéresse et que vous aimez mon travail, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et à vous abonner, ça récompense mon travail et ça fait extrêmement plaisir. Alors en effet, on pourrait être à l'aube d'une crise économique mondiale. On voit qu'en ce moment, beaucoup d'indicateurs se rejoignent et montrent que les marchés financiers sont peut-être sur le point de connaître un nouveau crash. Dans cette synthèse, je vais vous présenter les quelques indicateurs et les quelques nouvelles que j'ai recensées et qui vont aujourd'hui dans ce sens-là. J'estime qu'il est très important de garder en tête ces quelques données et de ne pas passer à côté, surtout si vous investissez dans les marchés quels qu'ils soient. Alors, pourquoi une crise générale des marchés financiers pourrait être sur le point de démarrer ? Quels sont les facteurs de changement et à cause de quoi l'économie mondiale pourrait-elle basculer ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Déjà, on va faire un bref rappel historique pour avoir une mise en contexte. Il faut savoir qu'au fil du temps, le monde de la finance et de l'économie a déjà connu plusieurs crises, et ce à l'échelle mondiale. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'issue de chacune de ces crises, le système s'est toujours relevé et a su rebondir sans forcément répéter les mêmes erreurs. Je vais donc rapidement vous faire un petit rappel historique, et pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous ai mis le chapitrage, donc vous pouvez avancer la vidéo si vous le voulez. Et pour ce petit rappel historique, je tiens à remercier le site MrPrepa.net sur lequel je suis allé piocher ces informations qui sont, je trouve, très complètes. Depuis la révolution industrielle, on a connu pas mal de rebondissements avec plusieurs crises majeures. La première concerne la Grande Dépression qui a eu lieu à la fin du 19e siècle. À cette période, l'économie bascule dans la crise. Dès 1852, les compagnies de chemin de fer ont des difficultés qui entraînent par effet domino les autres secteurs d'activité. Le système fait face à une surproduction, le secteur de l'immobilier explose et les financiers s'endettent pour investir dans la construction. Quelques années plus tard, en 1873, a lieu la faillite de la bourse de Vienne qui se propage en Europe puis à New York et qui donne lieu à une rapide récession. La bulle spéculative immobilière à New York se dégonfle, la chute de l'activité industrielle provoque une forte déflation ainsi que du chômage et on assiste à un repli des économies. La sortie de la crise se fait par les innovations, notamment avec le plan Freycinet en France pour améliorer les chemins de fer, les canaux et les ports. La seconde crise se déroule en 1929 avec le crash boursier. Les années 20 sont marquées par la prospérité et la croissance de la production industrielle, les cours de la bourse de New York gonflent, les investisseurs achètent massivement des titres à crédit pour les revendre rapidement et en tirer une grosse plus-value, mais les difficultés du secteur automobile puis des autres secteurs industriels
entraîne la chute de la production industrielle. La Fed maintient quant à elle des taux directeurs bas, donc il est intéressant d'emprunter pour spéculer. Le crash boursier est néanmoins inévitable. La Fed adopte une politique plus restrictive, freinant l'activité réelle et augmentant les faillites. Cela provoque aussi la ruine des spéculateurs, puis des banques. La production s'effondre et il y a de la déflation. La crise se propage même à l'international, notamment en contaminant l'Europe. Les économies se ferment et le commerce mondial se contracte. La sortie de la crise se fait avec le New Deal aux États-Unis en 1933 et par des séries de lois en France en 1935 avec la baisse des dépenses et la hausse des impôts. La troisième crise concerne le choc pétrolier de 1970. Les 30 glorieuses sont marquées elles aussi par la prospérité, mais aussi par des déséquilibres. À cette époque, la combinaison de la croissance et de l'inflation fait que les économies s'endettent. L'économie est fordiste, ce qui veut dire que les gains de productivité sont redistribués à l'État, aux entreprises et aux travailleurs, donc le niveau de vie augmente. Mais le système monétaire se désagrège et l'hégémonie du dollar est remise en cause. En plus de ça, il y a une forte demande de pétrole, donc les pays du Moyen-Orient, qui sont les plus gros producteurs et les plus gros exportateurs de pétrole, font ce qu'on appelle un embargo pétrolier, et la conséquence est que le prix du baril de pétrole est multiplié par 4 en quelques mois. La sortie de crise se fait par le développement d'autres sources d'énergie comme le nucléaire, le solaire ou l'éolien pour baisser la dépense liée au pétrole et aux pays du Moyen-Orient. À la suite des années 2000, on connaît à nouveau une crise qui cette fois-ci peut être qualifiée de technologique puisqu'entre 2001 et 2002 apparaît la crise de la bulle spéculative d'Internet. L'éclatement de la bulle Internet contribue au crash boursier de 2001-2002. Il y a donc une crise de surinvestissement dans les télécoms, de surendettement et de négligence de certaines contraintes, comme par exemple les achats sur Internet qui se multiplient, mais pour lesquels les livraisons ne suivent pas. Donc comme vous le voyez sur ce graphique, les personnes avaient énormément spéculé sur les nouvelles technologies et donc à l'époque Internet, et malheureusement, lorsque cette bulle a éclaté, vous voyez qu'on a eu une énorme crise. Enfin, la dernière crise que peut-être plus de personnes connaissent, et dont on reparlera dans cette synthèse, c'est la crise des subprimes de 2008. La crise des subprimes est une crise des crédits hypothécaires aux ménages américains peu solvables. La hausse des taux d'intérêt réels provoque la chute du marché immobilier américain et la titrisation multiplie les risques. Et c'est comme ça qu'en septembre 2008, Lehman Brothers fait faillite. La crise des subprimes est d'abord une crise de solvabilité des institutions financières, puis une crise de liquidité et d'assèchement du marché interbancaire. Les crédits se contractent et la banque centrale baisse les taux d'intérêt. S'ajoute à cela une crise de confiance puisque les investisseurs n'ont plus confiance aux banques. Et pour essayer de se sortir de cette crise, les États-Unis mettent en place le plan Paulson pour réguler les marchés financiers. De son côté, l'Europe, quant à elle, met en place des politiques de relance alimentant notamment l'augmentation de la dette. Alors bien évidemment, entre-temps, il y a eu d'autres crises que je n'ai pas détaillées, mais qui n'ont pas forcément eu un impact mondial. Je veux parler de la crise des pays en développement de 1982, la crise du système monétaire européen en 1993, la crise mexicaine en 1994, la crise asiatique en 1997, la crise russe en 1998 et la crise argentine de 1998 à 2002. Maintenant qu'on a fait ce petit rappel historique, on va parler du système économique mondial. Dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'échelle mondiale, beaucoup de choses sont liées entre elles et influent les unes sur les autres. Ainsi, il existe un certain équilibre entre les différents facteurs qui composent le système économique que l'on connaît aujourd'hui. Et les grandes institutions ainsi que les grands dirigeants de ce monde s'affairent tant bien que mal à essayer de maintenir cet équilibre. Donc on a un peu comme un enchevêtrement de cartes qui compose un château dont la stabilité de chacune des cartes dépend d'un équilibre de pression exercées les unes sur les autres. Je prends un exemple concret pour illustrer la situation. Admettons qu'une des cartes du château représente le cours du prix du pétrole et que la carte la plus proche d'elle représente un des plus gros pays producteurs de pétrole, eh bien si le pays producteur de pétrole décide de couper du jour au lendemain toute extraction, alors cela va directement impacter le prix qui va grimper en flèche. Donc impact direct d'une carte sur l'autre. Alors vous allez peut-être me dire, mais pourquoi ? Eh bien tout simplement à cause du jeu de l'offre et de la demande. Plus on réduit l'offre, plus la demande et le prix augmentent. Et comme le pétrole fait tourner la grande majorité de l'économie mondiale, alors cela va venir créer un déséquilibre. Un déséquilibre qui va faire augmenter le coût de la vie et donc petit à petit venir toucher la carte du coût de la vie et faire effondrer au moins un étage de ce château de cartes.
Donc on a bien un jeu d'influence dont l'équilibre peut rapidement être compromis. Alors justement, entrons directement dans le vif du sujet et allons voir quels sont les facteurs de changement qui peuvent influer sur cet équilibre. Le premier facteur de changement à évoquer, c'est l'inflation. Alors c'est vrai qu'en ce moment l'inflation est partout dans tous les pays, mais pour cette étude, nous allons nous focaliser sur l'inflation du dollar. L'inflation que connaît le dollar actuellement est causée par plusieurs facteurs. Mais le plus important à retenir concerne la raréfaction des ressources et dans un premier temps les ressources alimentaires. On le sait, les ressources alimentaires sont finalement les seules ressources nécessaires pour combler en majorité les besoins primaires de l'homme. Malheureusement aujourd'hui, et sans pour autant être sous un seuil critique, ces dernières se raréfient à cause notamment du changement climatique et de l'augmentation des températures. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture publie le jeudi 9 décembre 2021 un rapport sur l'état des ressources en terre et en eau. Il y a urgence à agir car une pression sans précédent s'exerce sur les ressources naturelles poussées à la limite de leur capacité de production. Les récoltes sont moins abondantes et les terres moins fertiles, les océans procurent moins de poissons et les arbres fruitiers sont de plus en plus à la peine, et ainsi cela entraîne une perte pour les agriculteurs, les pêcheurs, les maraîchers ou encore les éleveurs qu'ils doivent compenser en augmentant le coût de leurs produits. Et comme le blé et les céréales sont un petit peu la base de l'alimentation, cela se répercute sur l'ensemble des denrées alimentaires et c'est comme ça qu'on arrive à une augmentation du coût de la vie. Cette augmentation du prix des produits alimentaires est détaillée sur ce graphique. Je pourrais aussi vous faire une autre note dans laquelle je m'attarderai plus particulièrement sur l'urgence et le dérèglement climatique, mais je vais m'arrêter là car ce n'est pas le sujet principal de cette vidéo. Évidemment, l'augmentation du prix des denrées alimentaires n'est pas l'unique cause de l'inflation. La raréfaction des énergies fossiles et donc par le même procédé l'augmentation du prix de ces dernières ne vient pas arranger les choses. Je reviendrai plus tard en détail dans cette étude sur la problématique du pétrole qui, à mes yeux, mérite une partie entièrement consacrée. Cette diminution des matières premières et donc l'augmentation du coût de ces dernières augmente le coût de la vie. Malheureusement, aujourd'hui, ce début de crise ne touche pas uniquement les États-Unis, comme on peut le voir avec l'exemple de la France où l'inflation grimpe en flèche. Quand les États-Unis, pays développés, pays riches, arrivent à faire avec pour l'instant, d'autres pays plus pauvres se retrouvent dans une immense difficulté puisqu'ils ne peuvent pas produire, ils ne peuvent pas importer, ils ne reçoivent pas d'aide et donc beaucoup de personnes souffrent. Sans parler des problématiques d'accès aux soins, plus particulièrement aux médicaments, avec de plus en plus de ruptures de stock et de risques de rupture de stock. C'est ainsi qu'arrivent petit à petit les réfugiés climatiques, la famine, les exils, les guerres, avec un petit peu ce qui se passe en Afrique, alors toute proportion gardée, où plusieurs pays ont connu des coups d'État comme le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger ou encore le Gabon. Aujourd'hui, on voit les premiers signes avec les réfugiés qui arrivent en masse, comme par exemple sur l'île de Lampedusa. Et malheureusement, avec le dérèglement climatique et l'augmentation des températures, cela risque de s'amplifier fortement. Alors certes, aujourd'hui, ce sont des réfugiés qui fuient la guerre, mais dans plusieurs années, ces migrations pourront être causées par les changements climatiques. Un changement climatique qui évolue de façon inquiétante depuis quelques années. Un autre sujet, c'est la question de la ressource en eau, qui se pose déjà et qui va être de plus en plus problématique d'année en année si on ne trouve pas de solution ou si on ne modifie pas nos modes de vie. Je prends pour exemple l'île de Mayotte qui a connu de graves difficultés concernant l'approvisionnement en eau potable avec des coupures d'eau pendant plusieurs jours. En plus, si on se projette selon des estimations en date de 2022, les pays les plus touchés par les pénuries d'eau en 2040 sont ceux identifiés sur cette carte-là. Et les effets du dérèglement climatique se font de plus en plus ressentir avec les inondations qu'on voit par exemple en Libye ou encore le tremblement de terre au Maroc. Alors je m'égare un petit peu et je sais que ce n'est pas très joyeux ce que je vous raconte, mais ce sont des facteurs qu'il ne faut surtout pas négliger et qui auront une influence sur l'économie mondiale. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà fait l'exercice de la fresque du climat. Honnêtement, si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir, car si vous n'êtes pas trop sensible à ces questions-là, alors ça vous ouvrira les yeux. Enfin, pour en revenir à notre sujet, le troisième facteur qui entraîne de l'inflation concerne l'impression monétaire. L'État sort la planche à billets et imprime de l'argent à partir de rien, ce qui crée encore plus d'inflation. La crise sanitaire du Covid-19 n'a pas arrangé les choses, puisque pour soutenir des économies frappées de plein fouet par la pandémie, l'État a imprimé de l'argent à partir de rien. Et cela a eu pour conséquence de fragiliser le pouvoir d'achat de leur monnaie papier. De la même façon que tout à l'heure, lorsque la matière en question est abondante, alors elle ne vaut pas cher. Par contre, plus elle se raréfie, plus sa valeur augmente. Et c'est ce qui se passe sur le dollar. Plus il y a de dollars en circulation, plus sa valeur baisse. Si je prends l'exemple du diamant, c'est une ressource rare et difficile à extraire, ce qui augmente considérablement sa valeur.
Alors je ne vais pas entrer dans le détail du business du diamant car en réalité c'est bien plus compliqué que ça, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Et si on le compare par exemple à la ressource en bois, qui quant à elle est une ressource abondante, on a un prix qui est largement plus faible. Et on est là aussi sur un jeu d'offres et de demandes. Si on essaye maintenant de comparer l'inflation aux États-Unis avec celle des autres pays du monde, on voit que les États-Unis ne sont pas les plus touchés par l'inflation. En 2022, la Lituanie enregistre un taux d'inflation annuel de 18,5%. L'inflation aux États-Unis avait connu une baisse grâce, entre autres, à l'augmentation des taux d'intérêt de la Fed, mais finalement, cette dernière est en train de remonter depuis quelque temps. L'inflation est repartie de l'avant en juillet aux États-Unis, progressant de 3,2% sur un an après 3% le mois précédent, et elle se trouve à 3,7% au 13 septembre 2023. Si l'inflation continue d'augmenter, alors la Fed continuera potentiellement d'augmenter les taux d'intérêt. Maintenant qu'on a vu ça, on va parler de la hausse des taux d'intérêt. Alors pour essayer de stopper l'inflation, l'État américain a recours à plusieurs méthodes, dont la première concerne la hausse des taux d'intérêt. Si on regarde la courbe d'évolution des taux d'intérêt américains depuis les années 2000, on remarque qu'ils fluctuent assez fortement puisqu'on passe facilement en quelques années de 1% à 5% comme le montre ce graphique. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la hausse des taux depuis mai 2022 a été beaucoup plus forte et beaucoup plus brutale que celle qu'on a connue entre 2004 et 2006. Si on regarde, ça a pris un petit peu plus de 2 ans pour monter de 1% à un peu plus de 5%, et depuis le début de l'année, on est passé de 0,25% à 5,5% en un peu plus d'un an. C'est donc assez inquiétant et ça montre que les États-Unis ont besoin d'argent. Si on creuse un peu plus, cette hausse des taux a de nombreuses conséquences dévastatrices sur l'économie américaine, mais aussi mondiale. En effet, cela aura aussi un impact sur l'immobilier, qui est un sujet dont je parlerai plus tard dans cette vidéo. Si on regarde de peu plus près comment ça se passe, eh bien la Fed a augmenté les taux d'intérêt 10 fois consécutivement avec seulement un mois de pause de mai à juin 2023. Si on essaye de faire un parallèle avec un thème que vous connaissez sûrement très bien, qui sont les crypto-monnaies, en fait, ce qui se passe, c'est que quand les taux sont bas, cela signifie que l'argent est très peu cher et que c'est donc plus facile pour les investisseurs d'investir de l'argent sans prendre trop de risques. C'est aussi une des raisons pour laquelle, dans les périodes où on a des taux d'intérêt faibles, on a connu une montée du cours de la plupart des crypto-monnaies. Effectivement, on remarque que c'est plus simple d'investir à ce moment-là et donc tous les actifs en profitent. L'argent n'est pas cher et les investisseurs prennent moins de risques. La seconde chose importante à savoir, c'est que généralement, si on regarde ce qui s'est passé dans le passé, quand les taux d'intérêt montent trop, on a une crise qui s'ensuit. Ça a été le cas en 2000 et en 2008, et comme les marchés sont très cycliques, alors on pourrait avoir la même chose encore une fois suite à la forte augmentation qu'on est en train de connaître. On aurait donc une montée des taux d'intérêt qui ira potentiellement encore un petit peu plus haut, puis ensuite on connaîtra potentiellement une crise économique. Alors bien entendu, la crise ne se fera pas d'un seul coup du jour au lendemain. Je pense qu'elle apparaîtra progressivement avec un effondrement mesuré et un château de cartes qui tombera étage par étage. Et au final, ce sera peut-être un mal pour un bien, car on l'a vu tout à l'heure, l'économie mondiale n'en est pas à sa première crise et elle a toujours su se relever. Et si on va encore plus loin, ça peut même lui être très bénéfique puisque c'est grâce à ce type de crise qu'elle peut évoluer. Et avec l'évolution exponentielle des technologies, on est amené à voir de plus en plus de changements dans les années à venir, et on aurait donc une logique qui serait de tout casser, entre guillemets, pour mieux reconstruire. Alors je vous disais que j'allais pas trop rentrer dans l'analyse sur cette vidéo, mais je me permets quand même quelques apartés pour vous donner mon avis, mais dans tous les cas, j'irai un petit peu plus loin dans l'analyse dans une prochaine vidéo et dans ma note explicative que je vous partagerai sur Telegram. La troisième chose importante à connaître, c'est que la hausse des taux d'intérêt entraîne de lourdes pertes pour les détenteurs d'obligations, comme les banques régionales par exemple, qui ont placé la plupart des dépôts de leurs clients en obligations. Ces obligations qui, normalement, entre guillemets, sont considérées comme des actifs peu risqués. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la valeur des obligations émises avant l'augmentation des taux d'intérêt a sensiblement baissé. Les banques régionales, étant préparées à ce genre d'éventualité, sont normalement capables de conserver ces obligations jusqu'à leur remboursement, et donc elles n'auraient pas dû avoir de soucis. Mais ça, c'était sans compter sur la baisse brutale des dépôts et l'augmentation des retraits de fonds de leurs clients et le vent de panique qui s'est installé. Comme vous le voyez sur ce graphique juste ici, on a un pourcentage de dépôts qui a vraiment chuté de façon très très forte. Maintenant, les banques régionales se retrouvent à devoir vendre une partie des obligations qu'elles détiennent pour faire face aux demandes de retrait de leurs clients. Ce qui implique donc qu'elles ne peuvent pas mener ces produits à maturité et sont obligées de vendre à perte. Et aujourd'hui, d'après les analystes,
elles se retrouvent avec une perte de plus de 700 milliards de dollars sur leur portefeuille obligataire. Et tout ça nous amène au prochain facteur de changement qui concerne la crise des banques régionales aux États-Unis. Il y a peu de temps, aux alentours des mois d'avril et de mai de cette année 2023, on a entendu parler très largement des petites banques régionales américaines. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une banque régionale? Eh bien, aux États-Unis, les banques régionales sont des établissements dont la valeur de l'actif total est comprise entre 10 et 100 milliards de dollars. Ce sont donc des banques de taille intermédiaire entre les banques locales et les banques qui agissent à l'échelle nationale et ou internationale. Plusieurs de ces banques régionales américaines ont dernièrement subi des retraits massifs de la part de leurs clients, comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui a eu des effets dévastateurs sur ces dernières et sur leur cours en bourse. L'indice KBW Regional Bank, composé notamment des actions de banques régionales, a ainsi reculé de près de 30% depuis début mars 2023. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont finalement les banques qui financent un petit peu l'économie, donc si elles déclinent, alors potentiellement que l'économie va subir le même sort. Et malheureusement pour les banques, les retraits de dépôts dont on a parlé tout à l'heure se voient accentués par 3 raisons non négligeables. La première concerne la faible attractivité des comptes bancaires qui ne sont pas du tout compétitifs et qui ne rapportent rien. Alors quel intérêt pour les gens d'aller mettre de l'argent là où ils ne travaillent pas quand ils peuvent aller le placer dans des bons du trésor américain où les rendements offerts sont nettement plus attractifs sans forcément que le risque soit plus important. Et donc de plus en plus d'Américains convertissent leurs réserves de liquidités détenues sur leur compte bancaire et achètent des T-bills ou des ETF liés à ces obligations à court terme qui assurent désormais une meilleure protection. Par contre, ce qu'il faut remarquer, c'est que si ces rendements deviennent attractifs, c'est qu'il y a une raison. Et malheureusement, la dernière fois qu'on a eu des bons du trésor américain à cette hauteur, c'était entre 2006 et 2007, et vous savez ce qui a suivi. Donc attention à ce qui pourrait arriver. La seconde raison nous intéresse tout particulièrement et vient accentuer la difficulté de la stabilité de l'intermédiaire de confiance, puisqu'en effet, la seconde raison concerne l'entrée dans la partie des nouvelles technologies qui sont bien plus efficaces, qui permettent des transactions en temps record et qui en plus de ça sont moins coûteuses. Et vous me voyez venir, je veux bien sûr parler de la blockchain. Et enfin, la troisième raison est un petit peu plus floue, je vous l'accorde, et peut-être un petit peu moins fondée, mais n'est pas moins importante. Elle concerne la crainte grandissante des personnes envers les intermédiaires de confiance que sont les banques. Et les banques régionales, de par leur statut de moyenne banque, en font les frais les premières. Elles possèdent moins de capitaux et sont donc plus risquées entre guillemets. Et pour essayer de stopper l'hémorragie, l'État américain a mis en place plusieurs stratégies que je ne vais pas détailler en vidéo, mais que je vous explique plus précisément dans ma note écrite. Alors avec ces méthodes, aujourd'hui le système financier américain a peut-être évité le pire, en tout cas pour l'instant, mais cette histoire peut tout aussi bien nous exploser à la figure un jour ou l'autre. Un autre sujet dont je voulais vous parler, c'est le chômage. Avec l'augmentation des taux d'intérêt qu'on connaît actuellement aux États-Unis, cela risque d'augmenter aussi le nombre de chômeurs. Et finalement, c'est possible que c'est un petit peu ce que la Fed veut pour avoir une récession et pouvoir repartir sur un nouveau cycle. Donc avec cette hausse aussi forte des taux d'intérêt et de l'inflation grandissante, les prochains mois et peut-être même les prochaines années risquent d'être très compliqués pour tous les citoyens américains. Si on regarde sur ce graphique, on voit que le taux de chômage aux États-Unis était bien redescendu jusqu'à la crise du Covid en 2020, et depuis, il a grimpé en août 2023 à son plus haut niveau depuis 2020, jusqu'à 3,86%. Maintenant, une autre thématique dont je voulais vous parler, c'est la récession, puisqu'on voit que le risque de récession monte de plus en plus aux États-Unis. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la récession? Eh bien, de manière générale, on dit qu'un pays est entré en phase de récession lorsque l'économie de ce dernier recule sur 2 trimestres consécutifs, principalement sur la base du produit intérieur brut. Les récessions sont des périodes durant lesquelles l'économie du pays, d'une région ou du monde se rétracte. Bien que les récessions puissent avoir des effets importants sur l'économie, elles font partie intégrante des cycles économiques. L'économie connaît une phase d'expansion jusqu'à atteindre un sommet pour ensuite se rétracter. Un pays est considéré comme étant en récession lorsqu'il passe le pic de croissance et entre en phase de contraction économique. Si une récession devient particulièrement intense et dure dans le temps, on parle alors de dépression. Mais alors la question qui se pose, c'est où en sont les États-Unis actuellement? Eh bien aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas encore entrés en récession, et ce pour 4 principales raisons. La première raison concerne l'assouplissement monétaire puissant de 2020 à 2021. En effet, à cette époque, la Fed avait brutalement baissé ses taux directeurs de 150 points de base en mars 2020, au début de la crise du Covid. Et comme le dit le célèbre économiste américain Milton Friedman,
Les changements monétaires ne produisent leur effet qu'après un retard considérable et sur une période longue, et ce retard est variable. Les modèles économétriques des banques centrales concluent généralement que les effets des changements de taux directeurs se font sentir sur l'économie avec un retard de 12 à 18 mois. Ainsi, actuellement, les effets de cet assouplissement se font toujours ressentir lors du resserrement monétaire de 2022-2023. Les effets de ce resserrement devront se faire quant à eux ressentir au début de l'année 2024. La deuxième raison concerne la mise en place de plans d'investissement très ambitieux, notamment dans les nouvelles technologies. La troisième raison est en relation avec le pouvoir d'achat, avec la suppression du remboursement de la dette étudiante depuis mars 2020. Ce dispositif aura préservé le pouvoir d'achat de dizaines de millions de ménages pendant 3 ans et demi et aura coûté des centaines de milliards de dollars. Mais cette solution n'est pas pérenne puisque les ménages devront tout de même rembourser à un moment ou à un autre. Et enfin, la quatrième grande raison pour laquelle le durcissement brutal de la politique monétaire n'a pas encore mené à une récession, c'est que les ménages disposaient d'un excès d'épargne considérable accumulé pendant la crise du Covid. Malheureusement, encore une fois, ces différentes raisons ne sont pas durables. En effet, ces différentes méthodes de soutien à la croissance vont petit à petit disparaître et s'estomper pour laisser place à une économie américaine en perdition. D'ailleurs, si on regarde ce graphique qui montre l'évolution de la politique monétaire, on remarque que cette dernière n'a jamais été aussi stricte depuis 1983. Et la chose qui est encore plus importante, c'est qu'à chaque fois qu'on est passé en dessous de la limite fixée à 0 sur ce graphique, on est entré en récession quelques temps après. Ça s'est passé 3 fois depuis 1983 et à chaque fois, ça n'a pas loupé. Et là, on est vraiment passé bien en dessous, donc la récession risque de faire mal. Et si on veut estimer le début de cette récession, on pourra envisager que lorsque les rendements repasseront au-dessus du niveau de 0, la récession pourra débuter. Une autre donnée intéressante à connaître concerne le graphique que vous avez sous les yeux. Ce graphique représente à la fois le pourcentage de l'argent que les gens gagnent qui est consacré au paiement d'intérêts, représenté par la ligne blanche, mis en parallèle avec la ligne bleue qui représente la consommation personnelle d'essence par rapport aux revenus disponibles. Pour faire simple, sur tout l'argent que les gens gagnent, la ligne bleue représente le pourcentage consacré à l'achat d'essence. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que là aussi, on retrouve des indicateurs de récession. Ces derniers sont représentés par les lignes verticales rouges que vous avez sur ce graphique. Et généralement, ce qui se passe avant chaque récession, c'est que les deux lignes, donc la ligne bleue et la ligne blanche, montent conjointement. Et si on regarde bien, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Les gens dépensent de l'argent à la fois en intérêts, mais aussi en essence, et donc si ça continue comme ça, alors cela viendra précipiter l'entrée en récession. Maintenant, avec les taux d'intérêt et le prix de l'essence qui augmentent, les gens paient de plus en plus de taxes. Et si on vient ajouter à cela un taux de chômage qui augmente, alors on va avoir de plus en plus de personnes en grande difficulté financière, et c'est ce qui pourrait nous amener très vite dans une récession. Pour essayer de se sortir de cet engrenage dévastateur, ou plutôt ce cercle vicieux, certaines personnes cherchent d'autres moyens de gagner de l'argent. Ils se tournent donc vers des alternatives plus ou moins risquées, dont on va parler juste après. On évoquait tout à l'heure les 3 raisons pour lesquelles les gens retiraient leur argent des banques. Eh bien, comme je le disais, ils cherchent des investissements plus rentables. Ils se tournent donc vers d'autres domaines comme les obligations d'État qui ont des rendements de presque 5% sans risque sur le dollar. Et comme le montre ce graphique, le rendement de ces dernières ont bien augmenté depuis 3 ans, en passant d'un taux de 0,5 en juillet 2020 à un taux de 4,33% en septembre 2023. Alors on est encore loin de leur dernier sommet à presque 16% en 1981, mais ils sont tout de même en hausse nette après avoir connu le point le plus bas de son histoire aux alentours de 2020. Aussi, ce qu'il faut savoir, et ce qui nous intéresse un petit peu plus particulièrement, c'est que de plus en plus de personnes se tournent vers les crypto-monnaies, puisqu'ils préfèrent posséder directement leur argent plutôt que de passer par un intermédiaire de confiance comme les banques. Puisque je vous le rappelle, c'est ce que la technologie blockchain permet. Et c'est comme ça qu'on arrive à une adoption de plus en plus forte à travers le monde des crypto-monnaies, avec par exemple 42% au Nigeria. Et si on prend l'exemple de la France, on voit qu'elle se trouve actuellement en 13e position avec 5% derrière les États-Unis et l'Allemagne. Les gens se tournent aussi vers d'autres types de placements, comme par exemple le S&P 500, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, représente les 500 plus grosses entreprises américaines et qui est nettement plus rentable pour le moment en tout cas. Si on regarde sa courbe d'évolution, le S&P 500 est en constante augmentation depuis sa création. Et c'est d'autant plus flagrant sur ces dernières années. Si on regarde depuis le crash du Covid en mars 2020, le S&P 500 a fait une augmentation de plus de 115% jusqu'à son plus haut sommet atteint en janvier 2022. Alors la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que le S&P 500 a connu son plus haut
en janvier 2022 autour des 4839 dollars et se prépare donc à connaître une énorme correction, ou bien est-ce que cette correction est simplement pour reprendre de l'élan et repartir encore plus haut en venant toucher notamment la tendance haussière qu'on a ici. Et bien entendu, pour les plus courageux et les plus curieux, ils investissent vers des actifs un petit peu plus risqués, certes, mais qui ont l'avenir devant eux et qui concernent l'écosystème des crypto-monnaies. Cette nouvelle technologie permet de meilleurs rendements, mais avec des risques plus élevés. Donc là aussi, une partie des liquidités se tourne vers cet écosystème. Si on regarde l'évolution du prix du Bitcoin depuis sa création, son évolution est fulgurante. Et finalement, il représente un investissement rentable sur le long terme. Depuis sa création jusqu'à son dernier sommet lors du précédent bull run, le prix du Bitcoin, qui est le roi des crypto-monnaies, est passé de 0,001 $ en 2009 à presque 70 000 $ au plus haut le 8 novembre 2021. Ainsi, pour des investisseurs qui affectionnent le long terme, les crypto-monnaies représentent un investissement rentable. Et comme toutes les autres crypto-monnaies suivent plus ou moins l'évolution du Bitcoin, alors l'investissement peut être plus diversifié et potentiellement plus rentable. Et tout ça mis bout à bout, cela fait beaucoup d'argent et beaucoup de liquidités qui sortent du système bancaire américain. Donc l'intermédiaire de confiance qui est représenté par les banques ne répond plus vraiment aux attentes des gens et justement, ces dernières perdent la confiance des investisseurs. Donc vous voyez que potentiellement que cette crise pourrait profiter aux crypto-monnaies. Un autre sujet dont je voulais vous parler, c'est la dette publique américaine. Depuis maintenant de nombreuses années, la dette publique américaine monte en flèche. On a de plus en plus de personnes qui ont du mal à rembourser leurs prêts et avec des taux d'intérêt qui augmentent, cela ne vient pas calmer les choses. Alors pour les États-Unis, l'augmentation de la dette n'est pas vraiment un problème puisqu'il leur suffit d'un accord au Congrès pour augmenter à nouveau le plafond de la dette. Et c'est comme ça que le plafond de la dette a été relevé à près de 80 reprises depuis 1945. Alors certes, ce n'est pas si simple, mais s'ils ne se mettent pas d'accord, alors cela pourrait avoir de graves conséquences sur l'économie américaine. Puisque s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour augmenter ce plafond, cela pourrait donner lieu à un désastre économique. Donc pour l'instant, ce n'est pas dans leur intérêt que de ne pas augmenter le plafond, à moins qu'ils veuillent entrer directement dans une récession. Parce que s'ils n'augmentent pas le plafond, l'État américain ne pourrait plus lever de fonds supplémentaires sur les marchés et ne disposerait donc que des seules recettes fiscales pour assurer son fonctionnement. Et ça voudrait aussi dire que la première puissance économique mondiale pourrait se retrouver en défaut de paiement et donc faire banqueroute. Et si ça arrive, ça entraînera des conséquences dévastatrices sur l'économie américaine dans un premier temps, et ça aura aussi des répercussions sur l'économie mondiale. Malheureusement, la dette devrait continuer d'augmenter dans les prochaines années. Donc s'ils veulent éviter la banqueroute, ils devront inévitablement augmenter encore et encore le plafond de la dette. Cette statistique que vous avez à l'écran présente la dette publique des États-Unis entre 2001 et 2021, ainsi que les prévisions jusqu'en 2028 en milliards de dollars. En l'espace de 20 ans, la dette américaine a augmenté de plus de 20 milliards de dollars, avoisinant les 29,5 trillions de dollars en 2021. Cet endettement structurel devrait continuer de s'accroître dans les prochaines années, d'après les dernières projections du Fonds monétaire international. Si on regarde maintenant d'un petit peu plus près, les défauts de paiement des entreprises américaines ont augmenté de 176% sur les 8 premiers mois de 2023. Et en fait, ils ont atteint en août leur plus haut niveau mensuel depuis 2009. Donc la hausse des taux commence à faire très mal à tout l'écosystème, donc s'ils ne veulent pas entrer en récession, il va falloir trouver des solutions. Maintenant, un autre sujet qu'il faut évoquer, qui représente aussi un facteur de changement et donc une très grosse carte sur notre fameux château de cartes, c'est le pétrole. La chasse de l'or noir ne date pas d'hier. En effet, depuis sa découverte, tous les pays sont à la recherche de réserves de pétrole. Et finalement, cela se comprend puisque le pétrole brut est la matière première la plus utilisée dans l'industrie. Donc si vous n'avez pas de pétrole aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire tourner une économie et donc un pays. Tous les pays riches ont des réserves de pétrole brut pour faire vivre et prospérer leur économie. Le pétrole est utilisé partout dans la plupart des domaines industriels et c'est pour cela qu'on l'appelle l'or noir. Maintenant, c'est une ressource qui n'est pas inépuisable et dont les réserves montrent de plus en plus de signes de faiblesse. Au passage, c'est aussi une des raisons pour laquelle on développe de plus en plus les énergies renouvelables, même si selon moi, la technologie et l'utilisation de ces dernières n'est pas encore tout à fait au point. Ainsi, en juillet 2023, l'OPEP, donc l'organisation des pays exportateurs de pétrole, baisse sa production de plus de 800 000 barils par jour. Cette baisse se poursuit aussi en septembre avec 1 million de barils en moins par jour. Et en fait, cette réduction d'approvisionnement est le résultat des réductions drastiques menées par l'Arabie Saoudite pour faire remonter le prix du baril. Car comme on l'a vu précédemment dans cette étude, plus vous réduisez l'offre, plus la demande augmente et le prix avec. L'objectif
avec cette augmentation est de permettre de faire entrer encore plus d'argent dans le royaume pour lui permettre de développer d'autres sources de financement. Et donc ainsi sortir de la dépendance de l'exportation de pétrole brut. Alors aujourd'hui, cette stratégie est payante puisque le prix du baril est passé de 67 $ le 13 juin 2023 à plus de 90 $ le 18 septembre 2023. Un prix du pétrole qui, si on regarde depuis 1985, est tout de même assez haut sans forcément dépasser les niveaux de l'été dernier. Pour rappel, de mars à juin dernier, le prix du baril était supérieur à 100 $ l'unité. Et il se pourrait bien que l'OPEP, et notamment l'Arabie Saoudite, ait comme objectif d'atteindre à nouveau le seuil des 100 $ le baril avant de desserrer la vis. Mais bien entendu, c'est toujours que mon avis. Maintenant, vous allez me dire, mais quel est le lien avec l'économie mondiale? Eh bien, la première chose à savoir, c'est que bien entendu, chaque pays possède une réserve de pétrole brut afin de subvenir à leurs besoins et de ne pas stopper complètement l'industrie dans ce type de cas. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis vont de plus en plus piocher dans leurs réserves et ça commence à faire beaucoup. Comme le montre ce graphique, actuellement, la réserve de pétrole a connu une très lourde chute pour aller chercher un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis 1985. On a donc un prix du pétrole qui augmente à cause du nombre de barils exportés qui diminue et une réserve qui diminue elle aussi. Donc même s'ils continuent de piocher dans leurs réserves, ils vont quand même devoir acheter du pétrole même si le prix est de plus en plus haut. Et vous me voyez venir, comme le pétrole est utilisé en grande majorité dans l'industrie, cela va faire monter le prix de tous les services et ainsi augmenter l'inflation. Et malheureusement, cette situation ne touche pas que les États-Unis. Parlons maintenant d'un autre domaine très important qui est l'immobilier. Aujourd'hui, l'immobilier est considéré par certains comme étant l'investissement le plus rentable et le plus sûr, notamment sur du long terme. En effet, la pierre représente aujourd'hui une valeur sûre. Néanmoins, depuis ces dernières années, les prix de l'immobilier ont flambé à tel point qu'aujourd'hui, il est très difficile d'acheter une maison ou un appartement quand on est dans la classe moyenne. Si on cumule l'augmentation des prix avec l'augmentation des taux d'intérêt à l'emprunt, on se retrouve à acheter un bien qui n'est finalement pas aussi rentable qu'avant. Et aujourd'hui, ces difficultés se font de plus en plus ressentir, notamment du côté des promoteurs immobiliers qui ont de fait de plus en plus de mal à vendre leur construction. Ils se retrouvent donc avec des emprunts sur les bras, avec des taux élevés et personne pour acheter leur maison ou leurs appartements. Ils vont donc se retrouver petit à petit à baisser les prix et c'est comme ça que la bulle de l'immobilier explose. Si on regarde du côté des données, on a les prix des logements aux États-Unis qui sont surévalués de 85% par rapport à leur moyenne sur 130 ans et on voit là aussi que la seule autre fois où c'est arrivé, c'était en 2006, juste avant la crise des subprimes. Ensuite, si on sort un petit peu des États-Unis, prenons l'exemple d'Evergrande, qui est un des plus gros promoteurs immobiliers en Chine et qui a fait une demande de mise en faillite aux États-Unis en août 2023. Il faut savoir que les problèmes d'Evergrande ne dataient pas d'hier, puisque depuis septembre 2021, le géant de l'immobilier chinois se battait pour rester debout avec notamment des aides de l'État qui n'ont malheureusement pas suffi. En plus de ça, on a en ce moment le numéro 1 de l'immobilier chinois, donc Country Garden, qui est aussi en train de déposer le bilan. Alors la Chine fait tout pour essayer de le sortir de là, mais s'il chute lui aussi, alors ça risque d'être catastrophique. La société Country Garden, dont l'action a chuté de presque 70% depuis le début de l'année, est donc en grande difficulté. Country Garden est un géant privé de l'immobilier qui figure au classement Forbes des 500 plus grosses entreprises du monde. Ainsi, à l'image d'Evergrande, une faillite de Country Garden aurait des répercussions catastrophiques sur le système financier et l'économie chinoise. Et pour couronner le tout, il n'y a pas qu'Evergrande et Country Garden qui sont en difficulté, puisque ce sont 34 des 50 plus gros de l'immobilier chinois qui souffrent de cette crise immobilière. L'économie chinoise est donc en grande difficulté, et pour essayer de s'en sortir au mieux, la Banque centrale va garder une politique énergique pour soutenir l'économie. Confrontée à une crise immobilière et des pressions déflationnistes, la BPC a réduit de manière inattendue ses taux directeurs pour la deuxième fois en 3 mois. Et finalement, les marchés s'attendent largement à ce qu'elle continue d'assouplir encore sa politique monétaire. Les taux d'intérêt diminuent de plus en plus et sont aujourd'hui à hauteur de 3,45% pour encourager l'accord de davantage de crédits à des taux plus avantageux. Et ces taux avaient déjà été baissés en juin 2023. Je ne détaille pas dans cette vidéo ce qui pourrait se passer sur le S&P, le Nasdaq ou encore des indices comme le CAC 40 ou le Dow Jones car je ne veux pas entrer trop dans l'analyse. Je réserve ça pour une prochaine vidéo et pour la note explicative dans laquelle j'ai aussi ajouté quelques autres indicateurs dont je ne parle pas aujourd'hui. Cette petite note est totalement gratuite, donc si ça vous intéresse, je vous encourage vraiment à aller la lire. Maintenant, comme on a pu le constater tout au long de cette étude, notre fameux château de cartes a une sensibilité compromise. Il est composé de plusieurs cartes plus importantes et plus influentes les unes que les autres,
Et en effet, chacune de ces cartes peut influer sur ses voisines et menacer à tout instant de déraper. Et aujourd'hui, les grandes institutions ainsi que les grands dirigeants de ce monde font tout pour maintenir cette stabilité. Malheureusement, cette stabilité a un prix et se fait ressentir. Et de plus en plus, cette gouvernance est remise en cause car trop contraignante et n'allant pas dans le sens du peuple. Peut-être que la solution est de tout casser pour mieux reconstruire en remplaçant les cartes les plus abîmées et ainsi rebâtir un nouveau château plus solide que le précédent en essayant de prendre en compte les erreurs commises par le passé. Et il se peut à ce moment-là que les crypto-monnaies se distinguent et deviennent finalement une évidence. Est-ce que ce sera à ce moment-là que le Bitcoin et les crypto-monnaies, donc le Web3, ne seront plus corrélées avec le S&P et que ce sera à ce moment-là qu'elles vont se démocratiser et donc exploser? Eh bien, c'est une des possibilités qui, là aussi, n'est pas à prendre à la légère. Parce que les gens n'auront plus confiance dans le marché et le système monétaire actuel et se tourneront potentiellement vers les crypto-monnaies. Donc si vous êtes encore là et que je n'ai pas réussi à vous assommer avec toutes ces données et toutes ces analyses, tout d'abord, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Et si mon travail vous plaît, alors n'oubliez pas de liker la vidéo, mais aussi de vous abonner. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!